Salut mec. Dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Salut à tous. Je vois souvent les mêmes noms revenir. Il y a Nelson, il y a Bones Enfant Fou. J'ai cru voir passer Simon aussi. Duke Togo. Alors les gars, est-ce que ça se passe bien au niveau du son ? Je reçois quand même énormément de projets dans ma boîte mail où je trouve que le dossier est vraiment mal foutu. C'est-à-dire que il y a des dossiers qui tombent, t'es obligé de scroller, t'as pas une image avant genre la 10e page quoi. Ouais. Et je me dis putain mais c'est quand même dommage. Et des fois les trucs sont plutôt pas mal si tu veux. Bon, là en l'occurrence ça correspondait pas forcément au label ni rien, mais je me dis putain le mec chez un autre éditeur à mon avis il y aura pas trop de soucis pour se faire éditer. Mais vu comment il présente le dossier et compte tenu que les éditeurs ils ont vraiment ils reçoivent tout le temps des projets, le mec potentiellement il passe à côté de sa chance parce que il va pas droit au but, tu vois. Bah ouais, non mais c'est clair. Et puis effectivement c'est pas pour se trouver des excuses, mais quand tu bosses toute la semaine, t'es sur plein de projets, t'as tes planches à faire, tu réfléchis à des trucs et tout. Et c'est vrai que quand t'as un mail ou t'as un dossier PDF où tu dois lire 5 pages de texte, où t'es un peu paumé dans l'histoire et finalement au bout de 10 pages t'as une image, c'est vrai que c'est horrible, mais tu vas vite le zapper quoi. Alors qu'une belle image qui va impacter un bon truc, ça va te capter, ça va même te sortir de ton travail, et là c'est plutôt bon signe quoi finalement. Ouais, carrément, parce que là clairement le mec ça commençait par le script quoi, tu vois. Et dans le script c'est un script quoi, tu vois. Donc ça veut dire que ça te demande un effort d'imagination de te dire ok alors le mec de quoi il me parle. Et je vais vous dire un truc dans le chat, on lit pas au début, faut pas se leurrer, c'est quand même de la bande dessinée. Et moi, clairement, je cherche l'image, direct. Premier truc que je fais, c'est que quand je reçois un projet de bande dessinée, je cherche l'image. Alors, des fois, c'est juste un scénariste qui propose un scénario, et en général, il le dit dans son mail. Mais quand on m'envoie une BD, tout le blabla, tous les textes qui arrivent avant l'image, je ne lis pas, je cherche l'image. Et très vite... Ouais, c'est comme quand tu vas en librairie, quoi. Tu vas pas regarder la 4e de couve, quoi. Tu vas d'abord regarder la couverture pour voir le dessin, quoi. Ouais, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que déjà au niveau du dessin ça te plaît ? Est-ce que déjà au niveau du dessin t'as l'impression que ça colle avec ce qu'on cherche à éditer ? Et puis ensuite, si tu vois que ça accroche, là tu lis. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, en gros, on a dressé un petit plan d'attaque de manière à pouvoir être bien construit dans ce qu'on raconte. On va dresser une liste de 5 points à garder en tête quand vous ferez votre dossier pour les éditeurs. Donc le premier point pour moi c'est déjà à qui vous adressez. Le deuxième point c'est comment vous vous adressez à cette personne. Le troisième point c'est les informations à ne pas oublier. Ensuite le quatrième point, et en général c'est ça que les gens nous demandent beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on met dans le dossier de présentation. Visiblement il y a plein d'éditeurs qui demandent des choses différentes. Alors nous, on va pas dire ce qu'il faut pour tous les éditeurs, on va dire les choses selon notre position à nous et puis notre expérience sur le terrain. Vous allez peut-être nous dire, bah ouais, mais tel éditeur, il nous demande un script complet. Bah ok, peut-être qu'il le fait, mais nous, c'est pas ça qu'on veut et c'est pas ça qu'on demande. Donc voilà, on se mettra de toute façon de notre point de vue à nous. Je crois que c'était sur Twitter, effectivement, quand tu avais posé la question des gens qui disaient que chaque éditeur leur a demandé des trucs différents. Et hélas, on peut pas harmoniser tout ça parce que chaque maison d'édition fonctionne différemment. Au sein de chaque maison, chaque personne, chaque éditeur vraiment en tant que personne fonctionne différemment, attend pas les mêmes choses. Et ça dépend aussi des backgrounds, hein, qui sont purs éditeurs, d'autres qui sont auteurs-éditeurs et tout. Donc c'est vrai que c'est dur d'harmoniser un peu concrètement ce qu'il faut dans un dossier. Néanmoins, je pense que ce que nous on va vous dire, je pense que ça fonctionne quand même globalement chez un peu tout le monde, quoi. Ouais. Au moins pour une première approche, quoi. Au moins pour une première approche. Je pense qu'il y a l'essentiel pour au moins commencer un dialogue, donc ce qui est le plus important, quoi. Carrément. Et puis pour finir, on fera aussi un petit point que je trouve intéressant, surtout pour les auteurs débutants, c'est les choses à faire si vous voulez pas, entre guillemets, qu'on vous pique votre idée. Si vous pensez que vous avez un univers original, une super bonne idée et que vous vous dites « Ah, ça m'embête d'envoyer ça à plusieurs éditeurs, j'aurais pas envie que mon idée soit piquée » ou etc., etc. Il y a quand même des choses à faire, on n'est pas dépourvu face à ce phénomène potentiel, quoi. Donc voilà. Allez les mecs, on va commencer tranquillement. On est presque à 100. On est presque à 100 sur le chat apparemment. Ah ouais, c'est bien. Alors Ryan me demande si on allait devenir éditeur. En fait, moi ça fait 13 ans que je suis éditeur.
Et là, Florent, Mathieu et donc Blacky, Guillaume Saint-Gelin, ils sont éditeurs maintenant depuis 2019. C'est ça, Blacko ? Ouais, 2019, ouais. Voilà. Alors, on n'est pas éditeur technique dans le sens où on s'associe à une maison d'édition pour sortir nos titres, mais on est éditeur, entre guillemets, c'est nous qui suivons les projets, c'est nous qui allons les chercher et c'est nous qui faisons en sorte que le titre soit bien et toutes ses chances en librairie, etc., etc. Par contre, là, jusqu'à présent, on bosse en partenariat avec Ankama qui, eux, mettent le budget et puis impriment les livres, etc., etc. Premier point à développer, et c'est tout con, hein, mais il faut que vous vous posiez la question avant d'envoyer un dossier à un éditeur, à qui vous vous adressez exactement. Moi, je sais que parfois, il m'arrive de recevoir des dossiers de BD et dans les destinataires, il y a une liste, mais genre de 25 noms. Il y a contact@Glénat, contact@Dargo, contact@Ankama, il y a tout le monde. Il y a Soleil, il y a... Donc déjà, ça, c'est... Je vais vous dire un truc, entre guillemets, c'est direct, vous envoyez un mauvais signal en faisant ça. Alors c'est con, hein, il y a plein de gens qui vont me dire, bah oui, c'est évident, je vais pas le faire, mais je vous assure qu'on en reçoit quand même beaucoup. Parce que déjà, premièrement, c'est pas très élégant, dans le sens où l'éditeur qui reçoit ça, il se dit déjà, ok, bon, le mec, il y en a rien à foutre que ce soit moi ou un autre. Donc c'est con, mais déjà, ça crée une petite distance, c'est-à-dire que le mec se sent pas impliqué dans votre projet. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pas judicieux stratégiquement, parce que le mec se dit, ouais, bon, il va regarder, mais direct, il n'y a pas d'affect qui fait que potentiellement, il se sent lié au projet. Et même s'il trouve un intérêt, ça se trouve de lui-même, il va se dire, de toute façon, il l'a déjà envoyé à 50 personnes, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, c'est con, mais ça montre aussi à l'éditeur que vous n'avez pas ciblé en particulier sa maison d'édition. Et que vous vous adressez à plein d'éditeurs, souvent qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de manière complètement indéterminée. Donc clairement, ça envoie une mauvaise image dans le sens où l'éditeur qui est en face, il se dit, ok, le mec, il n'a pas ciblé son projet, en fait. Ouais, puis c'est vrai que ça montre que le mec s'est pas forcément intéressé à la collection ou à l'éditeur en question, c'est qu'il il lance tout à droite à gauche et c'est vrai que nous, si ça prend, ouais. on se sent pas impliqué, on se dit le mec finalement que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, en fait il s'en fout. Donc c'est comme tu dis, c'est non pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas le montrer comme ça, parce que sinon c'est vrai que ça envoie un mauvais signal pour pas grand chose, quoi. Faut voir ça presque comme une relation, une nouvelle relation qui commence. Le travail entre un auteur et un éditeur, c'est une vraie relation. Qui peut devenir une relation d'amitié, mais moi je vois toujours ça presque comme une relation au moins de séduction pour commencer. N'hésitez pas à dire à l'éditeur pourquoi vous envoyez un projet à lui en particulier. Alors il ne faut pas en faire des caisses, il ne faut pas en faire 50 lignes parce qu'il faut pas, ça doit être assez rapide de toute façon une présentation, mais dans votre mail n'hésitez pas à mettre une ligne en disant par exemple j'ai adoré Carbone et Silicium si vous adressez au label 619 ou j'en sais rien. En tout cas, une petite motivation qui fait que vous adressez à cet éditeur-là pour une raison en particulier. Des fois, je sais qu'il y a des gens, quand je leur répondais que leur projet ne correspondait pas à la ligne éditoriale, ils ne comprenaient pas. Ils disaient « mon projet n'est pas bon ». Je dis « si, ton projet est bon, je pense que tu vas trouver un autre éditeur. Mais nous, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. » Et ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon, ça veut juste dire que ça correspond pas à notre ligne édito. Enfin, je sais pas comment être plus clair que ça. Ouais, la ligne édito, c'est assez dur à définir, mais c'est presque comme un genre, finalement. C'est quand vous lisez un éditeur, il faut avoir un petit peu lu les bouquins de telle ou telle collection et se dire, je sens bien que ma BD pourrait s'intégrer dans ce catalogue-là parce que soit le ton de l'histoire, soit le genre, soit la SF, le machin comme ça match, quoi. Et c'est important en fait de viser un éditeur en fonction de ce que vous voulez faire, parce que ça montre que vous vous intéressez à l'éditeur, ça montre que vous avez déjà réfléchi un peu à votre public, et c'est ça qui est important, quoi. Et effectivement, quand ça sort complètement de la ligne édito, à part dire ça, les gens ne vont pas le comprendre, quoi. Et puis c'est aussi donner toutes les chances à votre projet d'être édité par l'éditeur, parce qu'évidemment, comme je disais, un manga chez Gallimard, si vous envoyez votre manga chez Gallimard, chez Casterman et chez Dargo, par exemple, ces 3 exemples au hasard, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir 3 refus que si vous envoyez chez Ankama, Pika et puis Kiun, par exemple. Ouais.
Donc vraiment ciblé en fonction de votre projet à qui vous vous adressez. Bon, après, je dis pas, si vous commencez à avoir des noms de partout, vous pouvez peut-être commencer un petit peu à élargir votre cercle. Mais comme je l'avais fait, hein, moi j'avais un nom partout, donc au bout d'un moment j'avais élargi mon cercle par rapport à Moutafukaz. Mais déjà ça, si vous ciblez bien l'éditeur, c'est déjà beaucoup plus de chances de faire une touche. Ouais. Là on entend les travaux à côté qui reprennent, j'espère que c'est pas dérangeant dans le chat. Ensuite le deuxième point c'est comment vous vous adressez à l'éditeur. Moi, je sais que dans beaucoup de projets que je reçois, c'est con, mais il y a un lien Dropbox. C'est-à-dire que le mec, voilà, il m'écrit, il se présente, je m'appelle comme ça, je vis là, je veux faire de la BD, j'ai déjà été publié à tel et tel endroit, etc., etc. Vous trouverez mon dossier de présentation et mes premières planches sous ce lien Dropbox, et il y a un lien. Ou WeTransfer, par exemple. Je vous le dis clairement, j'y vais jamais. J'y vais jamais parce que je sais pas, je connais pas le mec, je sais pas si c'est un vrai projet, je sais pas si je vais télécharger un cheval de Troie, je sais pas si c'est un virus, etc., etc. Et dites-vous que moi, si je pense comme ça, il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Donc, si vous voulez donner des chances à votre projet d'être repéré, clairement, le truc d'envoyer un lien Dropbox, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Surtout quand c'est accompagné de rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une image dans le corps du mail. C'est pour ça que moi, je préconiserais toujours d'ajouter dans le corps du mail au moins une image, en plus d'un PDF. En fait, il faut vous dire un truc, c'est comme du speed dating. Il faut aller vite, il faut aller fort, il faut savoir directement si ça touche. Si vous commencez à faire en sorte que le mec il doit cliquer sur plusieurs trucs avant d'arriver aux premières images, ben, vous ne vous donnez pas toutes les chances de le repérer. Donc clairement, une image genre en JPEG dans le corps du mail, et puis pourquoi pas un PDF en pièce jointe, je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Blacky. Ouais. En plus, le PDF, tu peux l'ouvrir assez facilement, en général, sur un portable, sur une tablette, un truc comme ça. Les liens, bah, je sais pas, si tu reçois un dossier, que tu es en déplacement, bah, tu vas pas forcément aller cliquer sur un WeTransfer ou un Dropbox. Tu dis, ouais, j'attends que je sois à la maison, un truc comme ça. Et finalement, tu sais, c'est vrai que le PDF, c'est finalement le truc le plus simple, parce qu'il est compact et en même temps, c'est assez facile à regarder. Donc, ça, c'est bien. Il y a effectivement une image JPEG dans le corps du mail. C'est cool. Ça permet tout de suite d'imprimer visuellement le mail et le projet. Donc, ça, comme tu dis, il faut vraiment penser qu'il faut être très efficace très rapidement, quoi. Ouais. Et pareil, dans le texte qui accompagne votre dossier de présentation, dans le mail, faut pas en faire non plus des caisses. Je sais que des fois, il y a des mecs qui font des romans. Je sais aussi que des fois, il y a des mecs qui font l'inverse, ils font des blagues. Je me souviens d'un mec qui avait mis jeune auteur cherche éditeur pour pouvoir payer son loyer. Ben, c'est con, mais déjà, d'entrée de jeu, je me suis dit, le mec, il cède pas là en disant ça. Donc bon, après, le projet suivait pas forcément, donc voilà, mais en gros, il faut faire un mail poli, détendu, pas en faire des caisses, pas faire de blagues ou quoi, juste ce qu'il faut, en fait. C'est vraiment basique, hein, mais c'est toujours bien de le rappeler, je pense. J'imagine dans une grande maison d'édition comme Glénat, par exemple, les mecs, ils doivent recevoir 50 projets par mois, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, non. Même plus, hein, je pense. Ouais. Et même plus. Et une chose à savoir aussi, parce que moi j'avais eu l'occasion de m'en rendre compte quand j'avais envoyé à l'époque mon dossier Moutafukaz c'était Darko, non c'était Dupuis. À l'intérieur, les mecs se parlent pas. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs collections. J'avais envoyé à un mec. En fait, des fois, les gens pensent qu'ils vont envoyer un mail, par exemple, à Ankama, et puis tous les gens au sein d'Ankama vont être au courant, enfin tous les décideurs. Ouais. Ou chez Dargo, ou chez Glénat, c'est faux. Et des fois, c'est des mecs aussi dans les grandes maisons d'édition qui défendent leur précaré et qui sont en mode ils veulent que leur collection marche, donc ils vont pas forcément aller en parler aux collègues, etc. Donc, n'imaginez pas que si vous avez envoyé un mail à Glénat, tous les éditeurs de Glénat sont au courant de votre projet. Non. Il y a peut-être un mec qui reçoit le projet, mais il y en a d'autres, il y a d'autres collections. Et peut-être qu'il y a un mec au sein de cette collection qui pourrait être intéressé par votre projet et qui sera même jamais au courant que vous l'avez déjà envoyé à Glénat. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est pareil pour Ankama, par exemple. Si vous envoyez un mail à contact@ankama en pensant que le LC19 va tomber dessus, non. Et en plus, depuis 2019, encore moins, parce que maintenant, on n'est plus du tout, on est vraiment deux entités, on va dire, différentes.
Mais ne vous imaginez pas que tout le monde parle en interne, genre sur les projets, etc., etc. Ça, c'est pas vrai. Donc, si vous avez plusieurs contacts, par exemple, vous aimeriez bien que votre BD sorte chez Glénat, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir combien il y a d'éditeurs chez Glénat. Et pas juste un mail à Glénat, ça y est, bon, j'ai envoyé mon mail à Glénat. Et puis même si Glénat vous répond non, ça ne veut pas dire que c'est au nom de tout Glénat. Ça veut dire au nom d'un éditeur en particulier chez Glénat qui vous a dit non. Ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Maintenant, ça me revient. Effectivement, il y a un mec chez Dupuis qui m'avait dit non. Et puis ensuite, il y a un mec chez Dupuis qui m'avait dit on est intéressé. Et je dis bah, vous rigolez, il y a 3 semaines, vous m'avez dit non. Et il dit ah non, c'est pas nous. En fait, bon, bref, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les mecs ne correspondaient pas forcément entre eux, quoi. Il y a plusieurs petites questions. Idle Script, il demande, il y a plusieurs boîtes mail pour le même éditeur. Bon, en fait, on va avoir la maison d'édition, et dans une maison d'édition, il va y avoir plusieurs éditeurs. Donc, souvent, c'est des mecs qui vont gérer une collection. Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs mails, effectivement, à ce moment-là. Donc, chaque personne va gérer une partie de la maison d'édition. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est bien, justement, et ça montre aussi, si vous êtes renseigné au tout début, comme on parlait de savoir à qui vous adresser, c'est que s'il y a une collection qui vous intéresse dans tel éditeur, bah, ça peut valoir le coup de se renseigner de qui est cette personne, quel est son mail, et comme ça, cibler directement. Et effectivement, comme dit Ron, le partage d'informations ne se fait pas toujours, hein, c'est pas forcément dans un sens négatif, mais des fois, ça se fait pas parce que les gens oublient et tout. Donc, c'est vrai que c'est bien de viser une personne en particulier, quoi. Alors, il y a Capron Love qui nous demande s'il y a des éditrices aussi. Alors, excusez-nous si on généralise en disant éditeur. Hein. En vérité, dans le métier, il y a plus d'éditrices qu'éditeurs. Je pense que c'est très féminisé comme profession. Par exemple, chez Ankama, là, actuellement, en interne, il y a 3 éditrices, quoi. Moi, quand j'étais salarié d'Ankama à l'époque, il y avait moi comme éditeur et il y avait Élise comme éditrice. Maintenant, bon voilà, moi je suis parti avec mes boys pour monter le label 619 en dehors d'Ankama. Aujourd'hui, chez Ankama, il y a 3 éditrices qui sont Élise, Charlotte, Margot. Des fois, les gens te disaient, ils ne comprenaient pas quand tu répondais que ça ne correspondait pas à la ligne édito. En fait, si un éditeur vous dit ça, ça peut valoir le coup de demander, bah, dans ce cas-là, quel éditeur pensez-vous qui serait plus adapté à mon projet, un truc comme ça. Ça permet des fois de trouver des contacts comme ça. Les gens, des fois, ça ne nous dérange pas des fois de filer un dossier à un autre éditeur quand on sait que tout son nous, ça ne nous correspond pas en termes de catalogue. Donc, ça peut être l'occasion de découvrir des contacts et de nouveaux trucs. Donc, Ouais, et nous d'ailleurs, on le fait. C'est-à-dire que des fois, quand on sent que le projet pourrait bien cadrer avec un autre éditeur, on dit bah tiens, tu pourrais peut-être essayer chez tel éditeur ou chez tel éditeur. Ça peut nous arriver, quoi. Éditeur, pointrice, ok ? Ouais. Voilà. Le point numéro 3 concerne les informations à ne pas oublier. Alors ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est basique, hein, mais je me dis, des fois, c'est par toutes ces choses basiques qu'on arrive à un dossier qui tient la route. Le nom, l'adresse, le mail et le numéro de téléphone. Alors peut-être pas forcément l'adresse, en tout cas l'adresse mail. Et le numéro de téléphone, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez à la fois dans le corps du mail et aussi dans le PDF qui accompagne le mail. Et une fois, il y a un mec qui m'a envoyé un dossier pour Doggy Bags. Pour X raisons, j'avais pas eu le temps de potasser le truc. J'avais imprimé son PDF. À tête reposée, je regarde son PDF, je dis putain, c'est vraiment pas mal et tout. Mais c'est qui le mec ? Je regarde, pas de nom, pas de mail, rien. Le mec, et puis à l'époque, j'étais pas sur Twitter ni rien. Donc, donc le mec, de temps en temps, je retombe sur son dossier, je dis ah putain, c'est con, c'était bien, mais je sais toujours pas qui c'est le gars, quoi. Donc c'est con, mais mettez vos adresses et vos identifiants à la fois dans le mail et à la fois sur votre PDF. Ouais, c'est vrai que moi, c'est pareil. Moi, j'ai un dossier où j'enregistre tous les PDF qu'on reçoit. Et des fois, en fait, soit par mégarde, je supprime le mail ou je l'oublie. En fait, je ne sais plus de qui ça vient. Donc, du coup, je remate juste mon dossier de PDF. Mais s'il n'y a pas les infos sur le PDF, finalement, après, c'est perdu, quoi. Ouais, c'est mort. C'est cuit. Si vous avez un Instagram, n'hésitez pas à le mettre. Ça, c'est pareil. Éventuellement, si par exemple, vous nous envoyez à nous, Label 619 ou quel que soit l'éditeur, si vous savez que l'un de nous vous suit, vous pouvez le mettre aussi dans votre mail.
voilà mon Instagram, 2 points, et d'ailleurs, Guillaume Singelin me suit, par exemple. C'est con, mais c'est le petit truc qui te fait dire direct à la lecture, ah bah tiens, il y a quand même un intérêt, quoi. C'est con, mais il faut mettre toutes les chances de son côté, quoi. Et en plus, l'Instagram, potentiellement, ça peut aider aussi, dans le sens où si le dossier que vous envoyez ne plaît pas forcément à l'éditeur et qu'il se dit ah merde c'est con, il y a un potentiel mais ouais, je suis pas chaud sur son truc et tout, et ben si l'éditeur va sur votre Instagram, il peut se dire putain ça c'est pas mal, par contre ça me plaît, et peut vous recontacter en disant bah, cette image là tu vois, il y a un truc qui me plaît plus, est-ce que tu as jamais pensé à développer ce projet là, etc., etc. C'est pas parce que vous avez un nom sur un projet que ça veut dire non dans l'absolu. Moi, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais créé Doggy Bags. C'est que des fois, je sentais que les mecs avaient un fort potentiel. Mais je me disais, soit je le sens pas encore tout à fait prêt, ou soit je me disais, son projet est pas encore vraiment mûr. Et c'était un moyen aussi de le mettre à l'épreuve, entre guillemets. Déjà, savoir si ça lui plaisait, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire de la BD. Mais quand ils se retrouvent à cracher leurs poumons pendant... non, mais tu vois... 7 jours sur 7, c'est ça, il y a des fois c'est aussi un bon moyen de savoir si ça leur plaît vraiment, tu vois. Et puis moi je sais qu'il y a des gens, je pense à une personne en particulier qui voulait tout le temps faire de la BD, à chaque fois elle me disait je veux trop faire de la BD, je veux trop faire de la BD, qui était tatoueur. Et puis ok vas-y on le fait. Puis la personne elle a eu énormément de mal même à finir la BD, c'est-à-dire qu'on a dû s'y mettre dessus, Mojo à la couleur, moi qui faisais de la couleur, Mig qui terminait des ancrages, puis il n'y a personne, plus jamais elle a voulu refaire de la BD. Parce que c'est pas la même chose, hein, du tatouage et de la BD. Et pourtant, la personne était très 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 bonne dessinatrice. Donc ouais, voilà, ça arrive quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'avec un Instagram, ça peut donner aussi plus de chance, alors peut-être pas forcément au projet en particulier, mais à un futur projet. Et moi, je sais que y a des gens comme ça que je suis allé chercher sur Instagram et en leur disant j'aime bien ton image, t'as pas un truc ou quoi, et puis on essaye des fois de monter des projets ensemble. C'est arrivé récemment avec Petit Rapace, tu vois, selon ce que je vois qu'il aime, j'essaye de l'orienter peut-être dans un truc qui ferait faire en BD, quoi. Puis des fois tu sens qu'il y a un truc, ou alors soit c'est peut-être soit le projet qui nous intéresse pas, ou peut-être le niveau qui mérite de se peaufiner un peu, mais ça permet aussi de s'abonner à ces comptes-là et de suivre un peu l'évolution. Alors ça c'est pas un résultat sur le court terme, hein, hélas, mais nous c'est cool, on peut suivre comme ça des auteurs je parle surtout là au niveau des jeunes, vraiment jeunes auteurs qui sont encore peut-être étudiants ou qui démarrent la vie active. Ça permet vraiment de les suivre un peu au jour le jour, et des fois, on repense à des comptes, fait mais tiens, il y avait ce gars-là ou cette fille-là qui faisait des trucs cool, est-ce qu'on ne pourrait pas le recontacter et tout. Donc, ça peut être utile comme ça. Après, c'est un peu une bouteille à la mer, hein, forcément. Mais bon, c'est quand même toujours un plus. Et puis nous, ça permet de découvrir plein d'auteurs, donc c'est chouette. Ouais. Il y a Rando 666, enfin 6666, qui nous demande que si le projet est rejeté, est-ce qu'on peut le modifier ? Est-ce qu'on peut modifier notre travail et le soumettre plus tard ? Écoute, Rando, ça dépend de ce qu'on te dit. C'est-à-dire que si le mec dit ça correspond pas à la ligne éditoriale et que tu fais des modifications et que ça correspond toujours pas à la ligne éditoriale, c'est juste se faire du mal pour rien. Par contre, si l'éditeur te dit écoute, je trouve qu'il y a un potentiel, mais je trouve que t'es pas encore prêt pour telle raison, oui, effectivement, ça c'est une manière de laisser la porte ouverte et peut-être tu peux rebosser et puis revenir justement plus tard, et ça peut marcher, tu vois. Par exemple, un mec comme Neyef, il a tellement pris de niveau en très peu de temps que s'il arrive d'une année, si on lui dit non année 1 et il revient l'année 2, le projet il a déjà pris un gap sensationnel, quoi. Donc voilà. Donc oui, on peut faire ça, mais si le mec dit que ça correspond pas à la ligne éditoriale ou voire même te dit non parce que il aime pas, par exemple, je sais pas moi, le post-apo, ça sert à rien de revenir avec ton post-apo modifié, il aimera pas. Enfin ça c'est vraiment logique, quoi. C'est vraiment la base. Ensuite, il y a quelqu'un qui pose une question: comment on se répartit la lecture entre nous ? En général, nous on lit, enfin on est 4 et on lit tous les trucs, donc. C'est d'ailleurs plus intéressant parce que justement, on essaie souvent de chacun de le lire de notre côté, et comme ça, après, on en débat sans trop d'a priori tous ensemble, quoi. Si on voit que d'un coup il y a un engouement, que tout le monde dit moi j'ai bien aimé, moi aussi, et puis ou l'inverse, voilà, ça permet déjà de faire une première analyse du dossier, quoi. Mais c'est vrai que nous on essaie de tout lire tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Y a pas, voilà, si c'est un projet SF, forcément, on va peut-être penser un peu plus
à moi, au Mathieu, et encore, mais alors, je pense que le plus intéressant, c'est que tout le monde lit tout. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est qu'on essaie tous de lire les projets, quoi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il y en a un qui peut avoir un coup de cœur et qui va être moteur sur le projet en disant vas-y, moi, celui-là, je le prends, je m'en occupe, je l'assume. Et puis des fois, il peut y avoir des petits doutes, genre qu'est-ce que vous en pensez? Et puis si les mecs ils sont en mode ouais, je sais pas, je le sens pas, bon bah on n'y va pas. Et puis si les mecs disent ouais, franchement, je pense que ça peut le faire. Voilà, c'est des cas de figure qui sont vraiment très différents. Et moi, pour tout dire, je crois que le dernier projet qui est tombé dans ma boîte mail et à qui j'ai dit vas-y, banco, on y va, c'est Mathieu Bablé. C'est Mathieu Bablé. Donc ça veut dire que c'est quand même assez rare finalement qu'il y ait des projets qui tombent dans les boîtes mail et on se dit ok, on y va. Moi en général, ma façon de faire, c'est que je vais vers les gens en fait. Là, les derniers nouveaux auteurs que j'ai contactés, qu'il s'agisse de Petit Rapace, Prince Rours, etc., c'est pas eux qui ont envoyé des dossiers. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en général, ils se sentent intimidés ou impressionnés à l'idée d'envoyer des dossiers. On dirait qu'ils jouent leur vie, donc ils le font jamais en fait. Ils attendent d'être prêts et ils sont jamais prêts. Et du coup, je suis allé vers eux en disant les gars, c'est vraiment bien ce que vous faites et tout. Vous n'avez pas un projet, etc. Parce qu'à un moment donné, je sens que au fur et à mesure des années, je les suis. Puis je vois qu'ils prennent en puissance. Je vois qu'ils commencent à devenir mûrs. Et puis là, je me dis, bah, ils sont peut-être prêts pour faire une BD, quoi. Donc il y a Zalro qui demandait ceux qui proposent un projet généralement, il faut mettre quoi dans les dossiers? Ça, on va y répondre juste après. Ouais. Je crois que c'était pareil, il y a quelqu'un qui demandait à quel moment du projet ça peut être soumis en termes d'avancement de scénario et tout. Ça, on va aussi en parler dans la dernière partie. Si un projet n'a pas eu de retour, est-ce qu'il faut le renvoyer? Oui. Ça peut être possible, ouais. Oui, moi c'est vrai qu'il y a plein de trucs, je vous le dis clairement, je les zappe, mais c'est pas voulu, c'est que je regarde, par exemple, je vois le mail, je dis ok, je regarderai plus tard, juste parce que le mec, il a pas su m'accrocher avec ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire il n'y a pas d'image, il n'y a rien, il faut ouvrir le PDF, il faut aller voir... Des fois, j'ouvre le PDF, je vois que c'est du texte, je dis bon, vas-y, je regarderai plus tard. Là, je dois répondre aux urgences, etc. Puis en fait, le PDF, au bout d'un moment, suffit que dans le mail suivant, tu as des questions, je sais pas moi, du juridique sur tel ou tel projet. Et ben, tu te reconcentres sur autre chose, et puis c'est tout. Le mec, c'est terminé. Le mail, tu l'as ouvert, et tu l'as zappé, et tu verras jamais en quoi le projet consiste, quoi. C'est terrible, hein. Non, et puis c'est vrai que même des fois, nous, on se partage les PDF, enfin, on se partage la lecture. Et c'est vrai que des fois, le temps que tout le monde ait le temps de le lire, ça perd un peu d'énergie. Puis des fois, ça peut être zappé. Après, je pense que globalement, quand un dossier nous plaît vraiment, qu'on a un coup de cœur comme ça, en général, on arrive quand même à répondre assez rapidement. Parce que quand il y a vraiment zéro réponse, c'est pas mort, mais c'est pas forcément non plus forcément ultra bon signe, quoi. Ouais, non. Après, moi, je me souviens, par exemple, le projet Using Boat, je l'avais reçu dans ma boîte mail. Et on s'était fait tourner, on s'était vraiment posé la question. On s'était dit, il y a un truc. Bon, à l'époque, en plus, le projet était en noir et blanc, donc ça l'aidait pas forcément. Mais il y a eu beaucoup de discussions entre nous. On était vraiment borderline. On se dit, putain, ça pourrait être bien et tout. Et en fait, on avait tellement de projets à gérer à ce moment-là. Moi je me suis dit je vais pas réussir à me rajouter ce projet là en plus parce que je sentais qu'il y avait un potentiel, mais je sentais aussi qu'il allait avoir besoin beaucoup d'un accompagnement assez costaud, et je préfère pas le faire que mal le faire. Donc je l'avais transféré à Ankama en disant ça pourrait vous intéresser, c'est vraiment pas mal, et puis ça s'est pas fait chez Ankama. Là, je l'ai vu sortir il y a pas longtemps chez Dargo. Donc voilà, mais on pose aussi la question, AJ97 Drawing demande s'il faut aller aux conventions. Alors moi, j'ai pas forcément d'idée par rapport à ça. Ça peut être bien pour rencontrer les gens en vrai, mais aussi c'est pas les meilleures conditions parce qu'en général, les mecs sont stressés. Ils se sont pris un bus complet d'Italiens qui viennent présenter du manga. Ils en peuvent plus. Non, mais c'est vrai. Ils en peuvent plus. Moi, une fois, j'ai eu un fou rire avec Florent Maudou devant un mec, devant un projet, et c'était pas tant le projet ou quoi le mec, on était en plein craquage de tension extrême, et le mec se demandait ce qui se passait. En fait, on dit non, mais c'est pas toi, c'est pas le projet, c'est juste non, désolé, c'est pas les bonnes conditions en fait. C'est trop stressant en fait. Surtout que je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux, on peut avoir accès finalement aux gens assez facilement.
Tu vois, que ce soit des éditeurs, des auteurs connus ou même des maisons d'édition, on peut avoir un contact qui est assez rapide et assez direct. Ça, c'était intéressant à l'époque où soit tu avais un rendez-vous dans la maison d'édition, il fallait monter à Paris, ou soit tu allais à un festival. Mais je trouve que maintenant, c'est un peu moins pertinent pour faire des rencontres, quoi. Ouais, pour faire des rencontres, ouais, c'est pas. Maintenant, tu peux, voilà, moi, si demain je tag Marvel dans un truc, un éditeur de Marvel part sur Twitter, bah, je peux avoir un contact en quelques clics comme ça. Enfin, maintenant, c'est assez facile en fait de contacter les gens, donc que ce soit Instagram ou Twitter, c'est un peu les deux principaux. De la même manière que quand vous présentez des choses à un éditeur, par exemple en convention, le nombre de fois où j'ai vu des mecs sortir des dessins et puis dire mais bon, ça c'est pas bon, je l'ai fait il y a 3 ans. Bah ouais, mais le mec le sort pas, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire, là on vient de griller 3 dessins que tu me dis mais en fait ça c'est vieux, je l'ai fait il y a 3 ans. Montre-nous ce que tu fais maintenant. Pourquoi dans ce cas-là ou alors des fois qu'ils montent le truc et ils disent rien, et quand tu leur fais une remarque, ils disent ouais mais non mais ça c'est vieux. Bah ouais, mais comment veux-tu que je me fasse une idée sur ce que tu fais maintenant si tu montes des trucs qui sont vieux? Alors je pense que c'est une manière un petit peu de trouver une excuse quelque part, mais ça met pas forcément en confiance non plus, ça, je trouve. Non, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est pour ça que c'est bien d'avoir au moins 3-4 pages vraiment finies, qu'on ait une vraie vision du truc, parce que c'est vrai que si c'est juste du storyboard ou juste un noir et blanc et vous vous dites ouais mais ce sera en couleur, ce sera comme ça, c'est bien sûr nous on peut essayer de se projeter, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir le résultat présent et fini pour avoir une meilleure idée, quoi. Il y a Karine qui demande est-ce qu'on arrive à donner une petite réponse à chaque projet qu'on reçoit avec quelques détails pour préciser ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alors malheureusement Karine, ça c'est un truc que je faisais avant. Maintenant j'y arrive plus, c'est-à-dire que j'ai remarqué aussi que parfois, en faisant ça, les gens insistent et ne comprennent pas, et ça part presque dans un débat. Et c'est terrible, hein, mais c'est vrai que quand tu es déjà en rush sur plein de projets et que tu as des urgences à gérer, c'est vraiment c'est la dure loi de la sélection, entre guillemets, c'est que des fois, tu vois le projet, tu vois que ça prend pas, ça colle pas, et tu penses pas forcément à dire à la personne que tu as vu le projet et que tu le retiens pas. C'est un tort. C'est peut-être un tort, mais c'est vrai que ça prend tellement de temps d'expliquer le pourquoi du comment. Puis des fois, en fait, il faut vous imaginer que des fois, il y a des projets qu'on reçoit qui sont vraiment pas au niveau. C'est-à-dire que... Oui, ils sont même amateurs. Qui sont très... Tu dis même c'est un enfant qui a envoyé, puis tu regardes l'âge du mec, il a 29 ans, tu vois. Donc, que dire, à moins d'être vexant, donc soit on répond en mentant, et puis je vois pas l'intérêt, ou soit on lui dit la vérité, puis le mec, ça se trouve, tous ses rêves vont s'effondrer. Donc des fois, par lâcheté, ça m'est déjà arrivé de pas répondre du tout, quoi. Adji, là, qui disait quand on connaît personne dans le milieu de la BD, ça a l'air dur. Alors je sais pas exactement dans quel sens tu le dis, si c'est un peu le côté un peu il faut être du milieu, il faut avoir des pistons et tout. En fait, il faut te dire que là, déjà, en parlant sur le chat, en nous parlant à nous, en fait, tu es déjà en contact avec des gens du milieu. Donc, et là, dans le chat, je pense qu'il y a des auteurs, il y a d'autres personnes. Donc, faut pas non plus dire que c'est un univers d'élite où il faut avoir un réseau secret pour pouvoir l'intégrer. Hein. Je trouve que maintenant, ça a moins de sens. Enfin, tu peux vraiment contacter un peu tout le monde assez facilement et il n'y a pas d'univers de l'élite en BD, quoi. Ah bah là, par exemple, dans le chat, il y a Gax. Alors Gax, c'est un mec, on se dit tous qu'on veut bosser avec lui. Il faut trouver le bon projet, je pense. Parce que Gax, il a un style qui est vraiment génial. Moi, je suis admiratif à chaque fois que je vois ses trucs sur Instagram et tout. Est-ce que ce style-là peut s'adapter pour une bande dessinée? Je pense que oui, mais il faut trouver le bon angle, il faut trouver le bon projet. Voilà, et donc là clairement c'est un cas d'école, Gax, parce que il est très bon, on veut à fond bosser avec lui il veut bosser avec nous a priori, et puis on n'y arrive pas d'une certaine manière, quoi, mais ça va venir. C'est plus compliqué qu'un projet classique, quoi, un auteur classique, on va dire. Ouais.
Donc, maintenant qu'on a vu ces 3 points, à mon avis, le point que tout le monde attend, en fait, j'ai l'impression, c'est qu'est-ce qu'on met dans le dossier de présentation. Ah, c'est ça. Hein. Encore une fois, je vous dis par rapport à moi et mon fonctionnement, mais je pense que ça peut vraiment coller à plein d'éditeurs. Pour moi, dans votre mail de présentation, qui ne doit pas être trop long, il faut un visuel dans le corps du mail. C'est important. On voit tout de suite direct le projet, le genre. Avec un dessin, ça dit déjà beaucoup de choses. Ça dit si c'est un projet jeunesse, ça dit si c'est un projet adulte, si c'est un truc gore, si c'est un truc sombre, si le mec c'est bien dessiné, si le mec c'est moins bien dessiné, ça dit beaucoup de choses. Il y a des mecs aussi qui dessinent pas comme des oufs, mais qui ont un univers personnel incroyable. Donc moi, j'ai toujours dit que de toute façon, je préfère quelqu'un qui dessine mal, mais qui a plein de choses à raconter, que quelqu'un qui dessine somptueusement et que son dessin, il est vide, creux et ça raconte rien de nouveau, quoi. Mais après, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la maestria du dessin. Moi, je suis plus sensible à la personnalité du dessin, voilà. Il y a, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a Parodier qui demande, quand on parle de visuel, c'est quoi? C'est la couverture, une planche? Non, c'est un visuel. Ça peut être une petite illu, enfin pas forcément un truc où tu as mis 15 jours à la faire, mais ouais, une image en fait qui donne envie sur ton projet en fait. Alors ça, par exemple, le Blackie, on verra ça ensuite, mais ça, c'est un dossier que Blackie avait fait pour PTSD. Bon, bah voilà, le visuel, bon là, il est dans un PDF, mais il l'aurait mis s'il avait mis dans le corps du mail, ça aurait été ça, par exemple. Au pire, vous le doublez, hein, c'est pas grave. Qu'il se retrouve 2 fois dans... Oui, bien sûr. Un dans le PDF, c'est bon. L'idée, c'est que le mec, il est tout de suite, en voyant votre mail, il voit tout de suite de quoi ça parle. C'est-à-dire, il est tout de suite un visuel, il est tout de suite quelque chose à quoi se rattacher sans devoir aller fouiller dans un PDF ou encore pire, devoir cliquer sur un lien WeTransfer. Donc pour moi, voilà, un visuel plein pot dans le corps du mail, c'est très bien. Et ensuite, dans le PDF qui accompagne le mail, un pitch court, un pitch très court. Alors moi, je dis court et catchy. Là, par exemple, je vais montrer celui que j'avais fait pour Moutafoukaz 1886. Voilà, Moutafoukaz 1886, c'est le titre. Là, on a un visuel direct. Bon, encore une fois, c'est le PDF. Hein. Et moi, mon pitch, il est, c'est pas vraiment un pitch d'ailleurs, c'est une question, mais c'est une question qui fait office de pitch. Et si les aventures de Vince et Angelino avaient eu lieu en 1886, à la fin de la conquête de l'Ouest? Bon, moi c'est un peu plus facile dans le sens où il y a déjà Moutafoukaz qui existe derrière, j'ai déjà les contacts avec les éditeurs, les auteurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez une formule qui résume, entre guillemets, votre projet en une phrase choc, n'hésitez pas, franchement, mettez-le, boum, plein pot, pour démarrer, et ensuite vous rentrez un petit peu plus dans le vif du sujet avec la présentation. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire que la présentation, c'est un synopsis un peu plus détaillé que le pitch évidemment. Donc dans le synopsis, vous allez raconter un petit peu les enjeux, les personnages, qu'est-ce qui se passe, on est où, il se passe quoi, où vous voulez aller et comment ça se termine. Du visuel tant que vous pouvez. C'est-à-dire que tant que vous avez du visuel avec votre projet, n'hésitez pas à le mettre. Au plus il y a du visuel, au mieux c'est. Quelque chose qui est important aussi, c'est des informations telles que le nombre de pages que vous imaginez, voire même le nombre de tomes. Quel est le format? Est-ce que c'est un petit format? Est-ce que c'est un manga? Est-ce que c'est un 19-27? Est-ce que c'est un grand format? La cible, ça c'est important aussi. À qui vous vous adressez? Quel est votre lectorat cible? Ado adulte, jeunesse, preschool, je dis n'importe quoi. Si c'est du manga, est-ce que c'est du shoujo, du seinen? Et ça, c'est des informations qui sont toutes bêtes, mais ça montre aussi à l'éditeur que vous savez, que vous n'arrivez pas comme ça, les mains dans les poches, en mode hey, je vais faire ma BD, combien ça coûte, quoi, tu vois. Ouais. Et éventuellement une note d'intention. Alors la note d'intention, par exemple sur Mouta 86, c'est ici, c'est les thèmes abordés dans cet arc narratif évidemment, pas arc avec des flèches. Donc l'origine de la Californie et sa population hétéroclite, les tensions ethniques qui en résulteront des siècles plus tard, le début du capitalisme et de l'industrialisation à outrance, le sort des natifs et leur place dans ce nouveau pays. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Là, j'ai même pas fait de phrase en fait. J'ai juste relevé les thèmes les uns après les autres. Et pour moi, ça fait office de note d'intention. Et puis là, Simon avait rajouté une planche. Il ne faut pas non plus se faire un nœud à la tête. En fait, il faut être simple, efficace, et il faut surtout que l'éditeur en face se dise « Ok, je vois ce que le mec veut faire. Ça m'intéresse pas. » Mais en tout cas, il sait déjà. Ça donne toutes les chances à votre projet d'être accepté.
C'est ça, je pense qu'effectivement, le pitch, effectivement, ça peut être juste une phrase. C'est vraiment quelques lignes, quoi. C'est 4-5 lignes grand max, je pense. Et le pitch, il faut vraiment l'imaginer comme un texte qui va donner envie, en fait. C'est presque une accroche, comme ce que vous pouvez voir sur des affiches, trucs comme ça. En fait, c'est vraiment un truc qui va... faut que ça attise la curiosité du lecteur. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment bien aussi d'avoir un synopsis détaillé. Et je voyais des questions aussi qui passaient le synopsis détaillé, pour moi, c'est un résumé de toute l'histoire, du début jusqu'à sa fin. Et pareil, là, ça peut juste être 10, 20, 30 lignes, grand max, peut-être. Mais c'est bien, je trouve, de savoir vers où vous allez et comment vous comptez finir votre histoire. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des auteurs qui ont une super idée de base, mais en fait, ils savent pas trop où ils vont, quoi. Alors, non pas que ce soit rédhibitoire, mais ça montre que si vous connaissez votre fin, déjà, c'est que vous commencez à maîtriser votre sujet et que vous avez déjà une idée claire en tête. Et je trouve que c'est important. Et ça ne veut pas dire que vous devez avoir tout écrit avant et tout. Hein. Nous, c'était toujours la marge de manœuvre. Tu disais, Ron, que tes projets, tu les écrivais aussi au fur et à mesure que ça évoluait. C'est normal. Moi, c'est pareil. Mes projets, je les fais évoluer au fur et à mesure de la production. Mais quand même, avoir un axe et un but dans votre projet, c'est quand même important. Donc, c'est bien de le préciser dans votre synopsis. On a des questions dans le chat. Blacky, je suis en train de faire défiler ton dossier de présentation sur PTSD. Quand on bosse en équipe sur une BD, par exemple, avec un scénariste, qui est la personne la plus adéquate pour contacter les éditeurs? Il n'y a pas de personne plus adéquate, je pense. Je ne sais pas si toi tu as un avis dessus. Moi, je pense que soit vous faites un dossier en mode commun et voilà, vous communiquez à deux. Je sais que souvent, les jeunes auteurs, ça va être le scénariste qui va prendre un peu le dessus sur le contact. C'est pas forcément obligatoire. Hein, et c'est pas toujours très bon, moi, je trouve. Et c'est pas toujours très bon non plus. Donc, le mieux, en fait, c'est d'envoyer une sorte de mail qui va être, on va dire, commun à vous deux. Et puis, et de toute façon, après, si ça match, après, il faut mettre les deux personnes en copie. Et puis voilà, quand il y a un échange, que ce soit en Skype ou par mail, en fait, pour que les deux personnes soient présentes, je pense que c'est plus sain que tout le monde soit présent en discussion, quoi. Et puis c'est toujours pareil, si le scénariste a jamais été publié et que le dessinateur, oui, bah, c'est peut-être au dessinateur de prendre la main. Et à l'inverse. Maintenant, je sais aussi que parfois dans les dossiers de présentation, et même en général, parfois les scénaristes font un peu rôle de maman, je trouve. Et donc, en gros, ils se mettent en charge de s'occuper de la relation avec l'éditeur, etc. C'est pas toujours une très bonne chose. Des fois, même, je soupçonne que certains scénaristes font ça pour garder la main sur les dessinateurs. Ça peut arriver, j'en connais. Mais donc le mieux, le plus sain, c'est effectivement celui qui a le plus déjà celui qui se sent plus à même de le faire. Ouais. Qu'il le fasse. Celui qui a un peu plus de notoriété que l'autre, c'est peut-être mieux que ce soit à lui qu'on confie la tâche de la présentation. Maintenant, si vous êtes dessinateur et vous confiez cette tâche à un scénariste, il y a des scénaristes, pas tous, mais il y a des scénaristes qui veulent tellement justifier leur place de scénariste qu'ils en font des caisses dans le dossier de présentation. À ce moment-là, ça sera à vous de dire non, attends, ça on verra plus tard dans un second temps peut-être, mais là pour la présentation, faut être light, faut être efficace. Et commence pas à mettre des tartines de texte pour dire que tu es un bon scénariste. Juste, ça va noyer le projet, quoi. Et la fois dernière, sur Twitter, je disais ça au mec, à un des gars qui me posait la question, je disais, t'imagines un speed dating, tu vois. T'as genre 5 minutes avec une fille ou un gars. Il faut tout de suite que tu te rendes compte ça accroche pas. Si tu démarres le speed dating en commençant en disant alors je suis né un 20 avril 1976, c'était la canicule, non mais c'est mort, nous raconte pas le truc par le menu, dis-nous direct qui tu es, que veux-tu et nous fais pas ton historique depuis le jour de ta naissance, quoi. Et des fois c'est vrai que certains scénaristes ont tendance à faire ça avec les projets. Moi quand je vois case 1 page 1, en général, je me dis c'est compliqué, quoi. Ça peut être des choses dans un second temps, évidemment. Oui, c'est comme. C'est vrai que des fois, quand les dossiers sont peut-être par des scénaristes, alors, on a l'air de s'attaquer un peu au scénariste, mais c'est pas forcément le cas. Mais ils vont mettre aussi, comme tu disais, les pages de script avec
case une, il se passe ci, il se passe ça. Le script, c'est vrai que tu l'as dit au début, mais on le lit pas en général. Donc, En fait, à partir du moment où vous avez envoyé votre projet éditorial et qu'il y a une accroche avec l'éditeur, de toute façon, l'éditeur va vous proposer un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous en vrai. Et c'est à ce moment-là, qu'il va vous poser des questions sur votre projet, qui va peut-être même aider à développer le projet dans des pistes que vous n'aviez pas forcément imaginées, qui va peut-être aussi déceler des lacunes, qui va vous aider à les combler, etc., etc. Donc, mais ça, c'est dans un second temps. Dans un premier temps, il s'agit juste de frapper fort et de faire en sorte que le mec il vous repère. Ça sert à rien de tout mettre tout de suite. Au contraire, ça risque même de noyer le moteur, quoi. Ouais. Là, il y a Rio Zoner qui demande si 4 pages peuvent suffire pour présenter pour un auteur qui débute. 4 pages de quoi? Si c'est 4 pages de BD, oui, moi je pense que 4 pages ça peut faire le taf. Moi souvent ce que je demande c'est à peu près entre 4, 5 pages, 6 pages de BD, alors pas forcément def, mais au moins avec le dessin, la couleur, le storyboard et tout. Enfin, en fait, les pages que vous allez mettre dans votre dossier, il faut vraiment qu'elles soient représentatives de tout le reste de la BD. Donc je sais que des fois il y a des projets où souvent on a ça dans les mangas où on va avoir les 4 pages, c'est des pages d'intro, ça qui vont te résumer l'univers avec, je sais pas, c'est une représentation en mode légende ou je sais pas quoi. Mais après, en fait, le dessin change dans le reste du récit, quoi. Donc, essayer de trouver une scène qui soit représentative de l'ensemble de la BD, quoi. Ça, c'est important, je trouve. Ouais, parce qu'il y a des gens aussi qui s'imaginent qu'il faut peut-être envoyer déjà les 5 premières planches de la BD. Non. En fait, comme dit Blacky, il faut vraiment que les planches que vous envoyez, ça soit représentatif de l'état d'esprit de la BD en général. Que l'éditeur, quand il voit les planches, il se dise « Oh, ok, putain, ça... » Même si c'est une planche, même si c'est 4 pages de baston, par exemple, pourquoi pas. Après, peut-être, libre à lui aussi, l'éditeur, de dire « Putain, tu te débrouilles bien dans la baston, par contre, j'aimerais bien voir comment tu te débrouilles quand c'est des scènes plus calmes. » Mais ça fera l'objet d'un second, entre guillemets. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est juste pour essayer de matcher, en tout cas, vous donner le plus de chances possible pour matcher dès le premier contact. Ouais. Nosby Bounce qui demande si on a une idée précise du scénario. 1 ou 2 pages de synopsis, c'est trop. Moi, je trouve ça un peu trop, 2 pages. Moi, je pense vraiment que 20-30 lignes, c'est bien pour avoir un résumé d'une histoire. Alors, ça dépend si c'est une saga et tout, mais bon. En fait, c'est un exercice qui est bien pour nous parce que ça nous permet de lire rapidement et de bien imprimer l'histoire. Quand on doit 3 pages de synopsis, c'est pour s'en souvenir, comprendre les tenants et aboutissants, des fois, c'est un peu galère. Et en plus, même pour vous, en fait, c'est important parce que si vous savez résumer votre histoire en 30 lignes, c'est déjà vous la maîtrisiez assez bien, quoi. Et c'est plutôt, je trouve, une marque de confiance pour nous. On se dit, ok, le mec, si c'est bien défini son histoire simplement, c'est qu'il il connaît et ça va que aller en s'améliorant, quoi. Si c'est 2 pages un peu confuses, ça va être, tu sens qu'il y a un petit souci, je trouve. Vous conseillez de passer par un agent littéraire ou envoyer directement soi-même. Alors, moi, je déconseille. Surtout que je pense qu'en BD, c'est pas un truc qui se fait vraiment d'avoir un agent. Oui. Donc, non, je pense que... Surtout, en tout cas, si tu veux contacter nous, ça sert à rien d'avoir un agent. Hein. Mais bon, qui va te faire aussi... qui va te prendre une commission. Donc, non, je pense qu'en BD, il n'y a pas besoin d'agent. Non. Après, vous pouvez éventuellement vous faire accompagner pour tout ce qui est contrat, etc. derrière... Ouais. Pour assurer le coup, hein, parce qu'après ça pourrait faire l'objet d'un Twitch à part entière, parce que c'est costaud. Hein, il y a par exemple la Ligue des auteurs professionnels, ils peuvent permettre de mettre un juriste dans les accompagnements basiques comme ça, donc ça peut être très intéressant. Bromoti qui demande comment bien faire un synopsis sans pour autant spoiler le contenu. Alors, l'éditeur, c'est pas le lecteur. Ouais, c'est ça. C'est que nous, en tant qu'éditeur, on a besoin de savoir comment les twists. Et au contraire, c'est ça qui a parfois donné envie de dire ok, t'as une bonne idée sur la fin ou un bon truc. On n'est pas là, genre, ok, d'accord, fournis-nous, on signe le projet et rendez-vous dans un an et étonne-nous. Non, nous, on a quand même besoin de savoir. On n'est pas un lecteur. La question du spoiler, elle se pose pas dans un dossier d'édition, quoi. Ouais, au contraire même, l'éditeur il a besoin de savoir c'est quoi la fin, c'est quoi le twist, et parfois juste avec une bonne idée de twist, justement le truc qu'il faut pas spoiler,
il peut se dire « Ah, ok, à fond, je suis à fond sur ton projet, vas-y, on y va ». Donc, au contraire, il ne faut pas ménager ses effets, il ne faut pas se dire « Ah, je vais le surprendre au tome 5 et tout ». Non, non, c'est tout de suite. Et ensuite, on va évoquer avec vous un 5e point qui peut être intéressant. Je sais que des fois, il y a des jeunes auteurs qui sont inquiétés avec ça et qui ont peur de se faire piquer une idée par un éditeur, tout simplement. Donc si vous croyez vraiment en votre univers et que vous êtes au fond de vous convaincu qu'il y a vraiment un potentiel, etc., déjà, moi, mon conseil, c'est que vous pouvez déposer la marque. Déposer la marque que vous imaginez pour votre bande dessinée et votre univers en général. C'est con, mais ça permet, en cas de litige avec l'éditeur qui vous éditera, de lui montrer que l'univers existait avant la BD. Déjà, moi, c'est ce que j'avais fait sur Moutafkaz. Moutafkaz, c'est une marque déposée depuis 2003, je crois. Ensuite, si vous voulez protéger votre script, vos personnages, votre histoire, etc., vous pouvez déposer tout ça sur le site de la SACD ou auprès d'une société d'auteurs. Donc ça, c'est voilà. Sur le site de la SACD, c'est assez facile parce que tout est numérique. Vous allez dessus, vous faites déposer un concept ou une idée. Et puis là, par exemple, vous mettez, bon voilà, il se passe ça, mes personnages c'est ça. Vous pouvez ajouter des visuels comme ça. Si jamais vous avez peur, bon, ça coûte de l'argent. Hein, par contre, rien n'est gratuit. Mais au moins comme ça, si vous avez peur qu'un éditeur vous pique le concept parce que vous le trouvez super bon et que vous trouvez vos personnages super originaux. Eh ben, si jamais vous vous rendez compte que l'éditeur, bon, je ne connais pas de cas où c'est arrivé, hein, mais ne sait-on jamais, vous a piqué votre concept, ben vous pourrez montrer que ce concept préexistait puisque vous l'avez déposé à la SACD. Et je crois que les dépôts, c'est tous les 5 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'est une formule, c'est quelque chose qui se fait en ligne complètement. Donc vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, vous pouvez le faire. Je crois que ça doit coûter un truc comme 300 €, un truc comme ça. Ensuite, il y a une autre chose qui est possible, qui coûte un peu moins cher, c'est vous prenez votre dossier et vous le déposez dans une enveloppe solo. Une enveloppe solo, c'est alors SOLEAU. Et cette enveloppe, une fois que vous avez mis votre dossier dedans, vous allez la déposer à l'INPI ou alors ou pareil à une société des auteurs. Mais je crois que c'est typiquement l'INPI là. Et une enveloppe solo, c'est 15 €. Donc ça, c'est pareil. Ça dure 5 ans. L'INPI garde votre enveloppe pendant 5 ans. Ça veut dire que si pendant les 5 ans qui suivent, d'un coup, il y a un éditeur qui vous sort le One Punch Man que vous lui avez présenté, vous pouvez dire, alors ok, mais là, il y a un souci. Et ensuite, il y avait à l'époque, je sais qu'à mon époque, il y avait une espèce de... Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que c'est mieux que rien, mais je suis pas sûr que ça tienne beaucoup la route en termes juridiques. Mais moi, je l'avais fait parce que j'avais pas un rond. C'est que vous pouvez vous envoyer votre propre projet par courrier. C'est-à-dire que vous mettez votre dossier dans une enveloppe, vous mettez votre nom, votre adresse, et puis quand vous le recevez, évidemment, vous ne l'ouvrez pas. C'est le cachet de la poste, là encore, qui fait preuve d'antériorité. Donc c'est des petits... alors ça, par contre, juridiquement, je sais pas ce que ça vaut. Moi, je l'avais fait comme ça, encore une fois, parce que les enveloppes solo, j'étais pas au courant. Il y a un message qui dit la date de l'email qu'on a envoyé à l'éditeur ne fait pas foi. Peut-être que maintenant, peut-être que les emails ça peut faire foi, je sais pas. Ouais, mais alors les emails, tout ce qui est numérique, c'est encore compliqué. Hein. Ouais. L'avantage d'une enveloppe solo, c'est que c'est fait pour ça, quoi. Je crois que ça se... Alors il y a Yuzu Studio qui est là. Un huissier de justice est apte à constater des messages digitaux normalement, dans les cas de harcèlement par texto par exemple. Du coup, peut-être que ça marche aussi pour les envois de... je suis pas assez bon pour le confirmer, donc je vais dire je sais pas, mais c'est possible. Mais je pense que s'il y a d'autres moyens à disposition, autant mettre toutes les chances de son côté pour éviter de se faire spoiler votre projet. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la question. Je ne sais pas si ça vous a aidé, s'il n'y a rien de neuf sous le soleil ou si au contraire ça vous a un peu ouvert des perspectives. Blacky, qu'est-ce que t'en penses toi ? Non, je suis curieux si vous avez des questions supplémentaires. Je pense qu'on a essayé de faire à peu près
le tour du sujet. Après, comme on avait dit en préambule, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Peut-être que d'autres éditeurs vont vous demander des choses différentes. Bah, là, c'est comme ça. Hein. Chaque cas de figure est un peu particulier. Je pense qu'il faut voir le dossier, c'est à la fois un outil pour vraiment capter un éditeur, pour attiser la curiosité et créer un contact. Donc, c'est important de savoir le faire. Et comme je disais tout à l'heure par rapport au synopsis et tout, c'est que en fait, savoir faire un bon dossier, finalement, ça vous aide vous aussi à bien canaliser votre projet, à savoir vraiment où vous allez. C'est con, mais savoir définir un nombre de pages, une cible, un scénario en 10 lignes. En fait, ça paraît con, mais je pense notamment plutôt aux côtés des jeunes auteurs. Je pense que les auteurs qui sont déjà l'expérience, c'est différent. Mais des fois, on ne se rend pas compte. On dit, ouais, bon, ok, bah, je verrai ça un peu au fur et à mesure et tout. En fait, c'est bien d'avoir une vision un peu d'ensemble de votre projet dès le début, sans forcément que ça ferme tout. Il faut vous laisser une marge de manœuvre. Mais c'est un exercice qui est intéressant pour vous aussi, pour maîtriser. Enfin, moi, je dis vous, moi, c'est pareil. Hein, moi, j'ai passé des jours à essayer de résumer mon projet Frontier et à trouver les bons mots pour que ça tienne en 5 lignes. Et c'était pas facile. Et finalement, quand j'ai réussi à le faire, ça m'a aidé pour tout le reste. Donc je pense que c'est important de passer par là, quoi. Ouais. Parce que ça permet de synthétiser des idées qu'on n'a peut-être pas forcément intellectualisées et se forcer à mettre des mots dessus, ça permet aussi de mieux voir où on va au final. Est-ce qu'il y a des périodes à éviter pour envoyer son dossier? Autour d'Angoulême, pour éviter, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont là-bas. Je dirais autour des gros festivals, il faut peut-être éviter quand même. Ouais, je pense qu'autour de Angoulême, il faut peut-être éviter. Je pense que on va dire peut-être la rentrée littéraire, c'est peut-être un petit peu intense aussi, mais bon. Le 23 décembre, éviter d'envoyer un dossier aussi, quoi. Ouais. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait de... Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a pas vraiment de période à éviter. Ouais. Est-il intéressant de joindre un book au dossier d'édition? Ce qui est bien, c'est ce qui peut être pas mal, c'est comme on disait avant, c'est un Insta, quoi. Enfin un Instagram ou un truc comme ça. C'est vrai que des fois ça permet de voir d'autres choses et puis de se dire putain, ça marcherait peut-être mieux avec ce style-là ou ça, donc ça peut être utile. Si c'est pour une série, le synopsis du dossier, c'est un synopsis du tome ou de toute l'histoire en général. Si c'est une série, il vaut mieux pitcher la série en disant, dans les informations que je vous avais dit, les informations complémentaires, en disant voilà, c'est une série que j'imagine en 3 tomes. Par contre, ça c'est un truc qui est évident, c'est que si vous dites d'entrée de jeu, moi j'ai déjà eu ça, un mec qui disait ouais c'est une saga, c'est au moins 20 tomes. Non, ça fait peur à l'éditeur parce qu'il se dit ouais, mais du coup là ça veut dire que je m'engage avec le mec potentiellement sur 20 tomes. Non, on va déjà voir si le premier tome marche, le deuxième, le troisième. À la limite, ce qui est rassurant, c'est que vous disiez que ça peut se développer sur plusieurs arcs narratifs et que le premier arc, vous l'imaginez en 3 tomes. Voilà, ça c'est rassurant, plutôt que partir direct avec des chiffres ahurissants qui vont faire peur à tout le monde. Et dans ce cas-là, vous faites le pitch, je veux dire le synopsis général des 3 tomes et vous détaillez en disant dans le tome 1 il se passerait ci, dans le tome 2 il se passerait ça, et le tome 3 il se passerait voilà, ça jusqu'à une conclusion et éventuellement si ça marche bien on peut enchaîner sur un deuxième arc narratif. Il y a 2 petites questions. Il y a une question hors sujet sur si on prend des stagiaires. En fait, nous, on bosse tous dans des lieux différents. Soit moi, Ron, Florent et Mathieu, on est chacun dans une ville différente, donc on n'a pas de local 119 à proprement parler, physique. Non. Donc les stagiaires, en fait, si tu veux faire une demande de stage, en fait, ça va plus être du cas par cas en fonction des auteurs. Moi, personnellement, je ne prends pas de stagiaire parce que j'ai pas de place dans mon atelier. Ron, je ne sais pas si toi t'en prends. Bah non, moi je suis chez moi. Ouais, et par contre, je sais que ça arrive à Mathieu et à Florent, par exemple, de prendre des stagiaires. Donc, en fait, c'est plus, faut plus que tu te renseignes au niveau des auteurs que nous en tant que label, quoi. Après il y a des questions. Après, ça commence à devenir technique. À combien peuvent s'élever les droits d'auteur environ? Ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend du minimum garanti que tu as touché pour faire le projet. Ça dépend de combien tu vends de BD, etc., etc. Donc il y a des gens qui peuvent gagner des millions comme Titeuf, j'imagine. En tout cas, des centaines de milliers d'euros. Moi, je pense des millions, clairement. Tu penses des millions, carrément? Ils vendent des millions de Titeuf, donc ça fait à peu près... En gros, si on veut être simple,
si on veut faire simple, un auteur, il touche à peu près 1 euro, entre 1 euro et 1,50 € par BD vendu, c'est ça, Blacky? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Par contre, des gens qui vendent 1 million de BD, ça n'existe plus. Enfin, à part, il y en a quelques-uns, mais on est beaucoup plus autour de 5000 quand ça marche bien. Donc, vous faites vite le calcul. Hein. Il faut forcément faire un boulot sur le côté du coup. Non, bah, après, il n'y a pas que les droits d'auteur, hein, il y a aussi les avances sur droit qui on va dire, qui sont la majorité de ton budget au début. Hein, Ouais, bon, on va la faire vite pour que les gens ils puissent se faire une idée. Mais en gros, quand tu proposes une BD à un éditeur et que l'éditeur dit « Ok, c'est bon, je fais ta bande dessinée, ça m'intéresse », il va te payer une somme pour que tu lui fournisses cette bande dessinée. Cette somme, elle peut être par exemple de 10 000 à 30 000 € si tu es vraiment bien en place. On va dire qu'en gros, c'est entre 10 000 et 15 000 pour un éditeur qui débute. Peut-être même plutôt entre 10 et 13 000. Mais donc voilà, donc ça c'est la somme qui sert à l'auteur à vivre et à produire sa bande dessinée. Ensuite, l'éditeur se rembourse de cette somme avec les droits d'auteur. C'est-à-dire que l'auteur ne touchera plus rien jusqu'à dépasser le palier qui va lui permettre de continuer à rentrer de l'argent. Donc par exemple, si les 15 000 €, ça correspond à 15 000 ventes, c'est-à-dire que l'auteur ne touchera rien de 1 à 15 000 ventes, et à la 15 001e vente, il touchera 1 euro. 15 000 et deuxième vente, il touchera 2 euros, etc., etc. Donc, si le mec ne vend jamais 15 000 ventes, il gardera l'argent. C'est tout. C'est un minimum garanti, c'est garanti. Par contre, si son projet se vend à 50 000 ventes, il va toucher... tu fais la soustraction, tu comptes à partir de 15 000 jusqu'à 50 000 et il va toucher tout ça en plus. Donc voilà, c'est un calcul, c'est un truc à faire. Avant, ça marchait pas comme ça. Avant, le minimum garanti, il était garanti et les auteurs touchaient leur 10% ou leur 8% dès le premier tome vendu. Maintenant, il y a tellement de BD sur le marché, il faut savoir qu'il y a 5000 nouveautés BD par an qui sortent, c'est extrêmement concurrentiel. Donc c'est un système qui a remplacé le précédent, c'est-à-dire que maintenant, le minimum garanti qui est donné, c'est une avance sur droit d'auteur. C'est terrible, mais c'est comme ça. Tristan demande si 50 000 ventes, ça arrivait au label. Ben oui, Carbone et Silicium, et même Shangri-La, on avait dépassé les 50 000 ventes. C'est très, très, très rare. C'est très rare. Mais ça arrive. La bande dessinée, on continue d'y croire. Nous, on adore ça parce que c'est une manière de raconter des histoires, etc. Mais financièrement, c'est quand même compliqué. Il y a de moins en moins de lecteurs. Alors moi, ce qui est bizarre, Blacky, je sais pas ce que t'en penses, mais j'entends le monde de la bande dessinée et du livre ne s'est jamais aussi bien porté. Alors peut-être en nombre de sorties, et que du coup ça fait énormément de recettes, mais quand tu regardes chaque titre, ça se vend de moins en moins quand même. Oui, je pense que c'est juste qu'ils comptent le nombre de sorties. L'ensemble. Et certains projets qui se vendent très très bien, tu vois, ils vont dire oui, le dernier Astérix, c'est super bien vendu, c'est une super année pour la bande dessinée, quoi. Oui, c'est vrai que quand il y a un Astérix qui sort, souvent on dit ouais, année record pour la bande dessinée. Et en fait, c'est juste un titre qui a tout poussé, quoi. Pour le comics, hein, souvent il y a des articles qui disent ouais, le comics nouveau, un nouvel acteur de la bande dessinée. En fait, le comics, c'est essentiellement Walking Dead. Hein. Quasiment tous les autres comics, que ce soit les séries Marvel, les Batman chez DC et tout, ça se vend. C'est des petites ventes, hein, c'est vraiment pas des grosses ventes. Oui. Donc, est-ce qu'un auteur qui a un très bon dossier mais qui n'a jamais rien publié aura une chance pour être publié, aura autant de chances que... Bah oui. Aura autant de chances. C'est difficile de dire est-ce qu'il y a plus ou moins de chances. Ça dépend vraiment de qui on a affaire. Moi, je sais qu'il y a plein... la majorité des gens avec qui j'ai bossé, quand j'étais éditeur salarié d'Ankama, n'avaient jamais rien publié.
Enfin, si Blackie l'avait publié, mais par exemple Mathieu Bablé, c'était sa première BD. Florent Maudou, c'était sa première BD. Neyev, c'était sa première BD. Et puis là, je continue. En fait, si le dossier il est bien, moi je regarde rarement entre guillemets le pédigré. Si le dossier il est top quoi. On s'en fout que ce soit un mec connu ou inconnu finalement. On s'en fout est-ce qu'il a eu son bac, est-ce qu'il est. On s'en fout. C'est vraiment on regarde pas forcément le pédigré du mec, on regarde même pas du tout. Ouais. Et puis en plus avec ce que tu as mis en place avec Doggy Bags qui en partie sert aussi à commencer à travailler avec des jeunes auteurs qui n'ont jamais publié, parce que c'est un super galop d'essai de bosser sur 30 pages dans une série qui est assez connue. C'est un super exercice. C'est vrai que c'est plus rassurant, je pense, pour tout le monde que de lancer un auteur qui vient de commencer sur une série de 20 tomes. Quoi. Donc, oui. Donc ouais, nous on a été dans cette optique-là aussi de chercher des jeunes auteurs, et avec Doggy Bags, ça nous permet de le faire encore mieux, quoi, encore plus facilement. Ouais. Bon. Je reprends les derniers trucs vite fait. Ouais. Si l'auteur a besoin de 2 ans pour faire sa bande dessinée, est-ce que c'est un point qui bloque ? Pas forcément, ça dépend. C'est plus pour l'auteur que c'est bloquant, je trouve. C'est plus pour l'auteur. Après, on va dire que moi je trouve la période entre guillemets de gestation du projet, quand c'est le premier projet ou un one-shot, c'est pas tant un problème. Après, si vous faites une série qu'entre chaque tome il y a 2-3 ans, c'est vrai que commercialement c'est un peu plus dur à gérer, donc ça peut être un peu complexe à ce niveau-là. Mais bon, après ça dépend du projet et tout, donc c'est un peu dur de répondre. C'est que vous rêvez peu de propositions dessinatrices chez le label. On a moins de filles qui présentent des projets, là, c'est sûr. On a eu des scénaristes, filles, mais moins de dessinatrices. Donc, Il y a Midnight Tales, c'est vrai qu'avec Midnight Tales, on essayait de recruter des dessinatrices. C'est pas un choix de notre part, hein. Nous, bien au contraire, on aimerait bien bosser avec plus de dessinatrices, mais bon. C'est peut-être pas l'image qu'on envoie, Blackie. Ouais, je pense qu'il y a une image masculine alors que c'est pas le cas, donc. Comment les auteurs sont payés sur un Doggy, par avance ou par pourcentage ? Par avance. Mais il y a un pourcentage si ça se vend bien. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Les auteurs touchent une avance. Voilà, il y a une avance qui va de 4 000 à 5 000 euros, quoi, en gros. Ouais. Et puis ensuite, donc ça constitue le minimum garanti. Et puis ensuite, sur les ventes, à partir du moment où le minimum garanti est remboursé, il touche. Alors là, par contre, Doggy Bags, c'est plus compliqué parce que comme il y a 3 auteurs et des fois ça veut dire 6 auteurs, chaque segment c'est 8%, donc c'est un tiers de 8%. Et si vous êtes 2, c'est la moitié d'un tiers de 8% par tome vendu. Donc au bout du compte, ça fait plus grand chose, quoi. Mais il y a des droits d'auteur, oui. Ça, c'est le truc aussi, c'est que plus un projet est collectif, et plus c'est compliqué en termes de droits d'auteur. Mais l'avantage aussi, c'est que comme c'est un projet collectif, et en l'occurrence Doggy Bags, ça pousse les ventes, donc ça s'équilibre, on va dire. Donc voilà, écoutez les gars, je crois qu'on a fait le tour. Je mettrai certainement le replay sur YouTube. De toute façon, il est disponible 15 jours sur la chaîne Twitch, hein, donc voilà. J'espère que c'était pas trop confus. On a parlé de beaucoup de choses. On avait fait un déroulé assez clair de manière à être concis. J'espère qu'on n'a pas tout noyé dans nos digressions. Donc voilà, c'était un peu plus sérieux que d'habitude. Mais j'espère en tout cas que ça vous a mis entre guillemets la lumière sur ce qu'il faut faire et peut-être éviter de faire pour présenter un dossier, quoi. Alors ça veut pas dire que si vous faites bien toutes les choses, le dossier sera accepté, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est une première étape pour c'est une première étape pour se donner plus de chances que le voisin qui fait son dossier moins bien, quoi. D'être lu et d'être repéré, quoi. Après, c'est le dossier qui compte, au final. Voilà. Bon. Merci en tout cas, Blacko. C'était cool. Plaisir. Et puis, en ce moment, il y a beaucoup de chamboulements dans notre organisation et tout, mais on reviendra très vite avec des adresses mail si vraiment vous voulez que ce soit clair à qui adresser vos projets, parce que j'ai vu passer ça aussi en question, etc. On reviendra vers vous, à mon avis, autour du mois d'avril, un truc comme ça,
Donc voilà, en attendant, vous pouvez envoyer vos dossiers, je vais mettre l'adresse, à label619 en toutes lettres @gmail.com. Je le mets ici. Alors faites pas de faute, sinon ça n'arrivera pas, on est d'accord? Merci les amis, et puis merci d'avoir été là, et à très vite. Blacko, travaille bien. Ouais. Et puis bon week-end. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao, salut, merci à tous.